La situation évolue donc d'heure en heure au Proche-Orient, Washington, mais depuis quelques minutes en garde contre une attaque imminente de l'Iran contre Israël. Stéphane Amar, on vous retrouve en direct de Jérusalem. D'abord, quelles sont vos informations, vos précisions sur cette information capitale ? Bien, nous avons exactement les mêmes informations que vous et le New York Times, le grand journal américain, relaye également. Lui parle peut-être d'attaques dans les prochains jours, mais en tout cas, effectivement, le pays est sur le qui-vive. Alors, le gouvernement a déjà pris des mesures. Il a interdit les rassemblements massifs à l'extérieur. Il faut savoir qu'on va rentrer ici en Israël dans une période de fête, dans la période de la fin d'année, avec une fête extrêmement importante qui rassemble les familles ici en Israël, jeudi, vendredi, qui sera suivi du Shabbat. Et donc, on craint bien sûr qu'à l'occasion de ces rassemblements, eh bien, il y ait des tirs, notamment iraniens, mais aussi du Hezbollah, puisque le Hezbollah a tiré des roquettes jusque l'intérieur du pays, aujourd'hui la région de Tel Aviv. Donc, il y a une très grande vigilance et en même temps une véritable incertitude, parce que le dernier les derniers missiles iraniens avaient été interceptés pour l'essentiel, soit au-dessus de la Jordanie, soit dès leur arrivée sur le territoire israélien. On s'en souvient, au mois de mai, cette attaque avait été relativement inoffensive pour Israël. Cette fois-ci, on craint quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais tout en étant bien sûr dans l'incertitude la plus totale. Un mot, Stéphane, sur les frappes qui continuent, les frappes israéliennes, notamment sur Beyrouth, en cette fin d'après-midi ? Oui, absolument. Il y a une double action de l'armée israélienne. D'une part, ces frappes, vous le disiez, ces frappes qui se poursuivent puisqu'elles ont commencé il y a maintenant une bonne dizaine de jours. Elles frappent Beyrouth, elles frappent les points névralgiques du Hezbollah, ces dépôts d'armes, ces lanceurs de missiles. Et puis, parallèlement, il y a ces incursions terrestres. On ne peut pas véritablement parler d'une invasion, mais ce sont plutôt des incursions ponctuelles en territoire libanais, à la frontière nord d'Israël. Et cet après-midi, eh bien, l'état-major de Tsahal affirme avoir découvert dans ces maisons de la frontière entre le Liban et Israël, eh bien, des documents prouvant que le Hezbollah préparait une invasion terrestre sur le modèle de celle du 7 octobre, de celle du Hamas, c'est-à-dire une invasion terrestre, mais cette fois-ci en Galilée, avec plusieurs milliers d'hommes qui s'apprêtaient à envahir le territoire israélien. Et c'est ainsi que justifie l'armée israélienne cette opération au sud Liban. Merci beaucoup Stéphane Amar depuis Jérusalem. Antoine Mariotti, revenons donc sur cette information donnée par les Américains. Pour l'instant, c'est officiel. Ils affirment l'Iran est en train de préparer une attaque sur Israël, un peu sur le mode du 7 octobre. En tout cas, la déflagration serait d'ampleur. Plutôt que le 7 octobre, quand l'Iran a frappé, parce qu'il s'agit là d'une attaque d'un État et pas d'une attaque terrestre. Ce sont des sources au sein de la Maison-Blanche qui se sont confiées à nos confrères américains. Les Américains ont prévenu Israël en disant « Attention, l'Iran s'apprête à lancer des missiles balistiques vers Israël ». On parle même d'une attaque dans les 12 heures qui viennent. Israël dit de son côté, nous n'avons rien qui le prouve pour l'instant, nous n'avons pas vu de notre côté, mais bon, nous vous croyons évidemment. Il y a des règles, comme vient de le dire très justement Stéphane à Jérusalem, qui ont été mises en place aujourd'hui parce qu'il y a aussi de nombreux tirs depuis le Liban, notamment sur le nord et la région d'Haïfa et de Methoula, la ville la plus au nord d'Israël, qui est sous le feu des roquettes depuis ce matin, pour pouvoir protéger les civils. Donc il peut y avoir classe, mais uniquement à proximité d'abris. Les regroupements sont limités, etc. S'il y a un tir de missile balistique, évidemment, c'est extrêmement important. C'est pris tellement au sérieux par les États-Unis qui ont manifestement des informations crédibles que l'ambassade américaine à Jérusalem a demandé à tous ses ressortissants, à tous ses employés partout dans le pays de se rendre dans des abris jusqu'à nouvel ordre. C'est bien qu'ils estiment que c'est extrêmement imminent. Et on parle là donc de missiles balistiques qui peuvent arriver assez rapidement sur le territoire israélien. Je vous rappelle qu'en avril, il y a eu plus de 300 drones et missiles qui ont été tirés sur Israël, mais l'immense majorité avait mis 4-5 heures pour arriver. Donc c'était un peu chorégraphié, c'était un peu une réponse symbolique, j'ai envie de dire, parce qu'on savait très bien, et l'Iran savait très bien, qu'Israël et ses alliés, il y avait notamment les Français et les Américains, mais aussi les Jordaniens, intercepteraient tous ces projectiles, que ce soit missiles ou drones,
et si c'est en effet ce qui s'était passé. Et Mathieu Mabin, vous êtes à Washington pour France 24. Un haut responsable américain affirme que si attaque il y a de la part de l'Iran, eh bien, cette attaque aurait de graves conséquences pour Téhéran. Oui, absolument. Le département d'État américain ne cesse de le répéter. Effectivement, les États-Unis ont les moyens militaires dans la région de contraindre l'Iran à une forme de passivité. C'est très probablement le scénario qui est privilégié par les analystes qui entourent le président des États-Unis au moment où nous parlons. Mais pour en revenir à cette offensive qui justifie d'ailleurs la réaction iranienne, vue d'ici, et c'est un sentiment partagé par quelques-uns des think tanks qui travaillent ici dans le sillage du Pentagone et qui sont en réalité des succursales du ministère de la Défense américain. Vue d'ici, on a l'impression d'assister à une sorte d'opération fantôme pour le moment, avec une première phase très visible qui a consisté en des mouvements importants de véhicules blindés et de convois logistiques à la frontière nord d'Israël ces derniers jours. Des colonnes de chars Merkava, les célèbres Merkava, se mettant ostensiblement en place face à la ligne bleue, parfois perchés sur des mouvements de terrain au vu et au su de tous. Un peu comme si l'état-major israélien avait voulu reproduire la manœuvre de 2006, au moins en images, et avec la garantie de dévoiler son dispositif à tous les observateurs de la région. Nos confrères sur place, bien sûr, mais également les observateurs du contingent de l'ONU, dont les postes jalonnent la frontière israélo-libanaise et forment justement cette fameuse ligne bleue aux couleurs des Nations Unies, en témoignent heure par heure. Tous ces mouvements ont bien eu lieu, mais s'il y a bien une chose qui caractérise l'armée israélienne, c'est sa propension relativement unique à apprendre de ses erreurs, en tout cas dans le domaine du renseignement et plus largement dans le domaine de la tactique. Or, on se souvient évidemment qu'en 2006, Tsahal avait au moins perdu la bataille de la communication militaire en s'engageant par excès de confiance sans doute avec ses chars Merkava sur un terrain naturellement escarpé et surtout valorisé par les combattants du Hezbollah pour se transformer en véritable piège à chars. Visiblement, cette fois, l'armée israélienne a choisi une toute autre stratégie. Et pour comprendre cette stratégie, justement, les observateurs ici, et j'inclus les officiers américains qui n'auraient pas directement accès aux synthèses de renseignements transmises par l'armée israélienne, les analystes font l'inventaire des objectifs israéliens en territoire libanais pour déduire la manœuvre israélienne. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on sait? On sait que depuis le 8 octobre, le Hezbollah libanais pilonne le territoire israélien avec des roquettes de 122 mm, c'est-à-dire des munitions de faible portée, de conception soviétique et de fabrication locale, c'est-à-dire artisanale. Ces roquettes sont le plus souvent dissimulées sur des rampes de lancement, elles aussi artisanales, et enfouies dans des caches creusées dans la roche des mouvements de terrain. Pour avoir pu observer ces caches sur le terrain il y a quelques années, je puis vous assurer qu'elles sont extrêmement difficiles à déceler et surtout qu'elles sont extrêmement nombreuses. Opposer des chars à ce genre d'objectifs n'aurait tactiquement aucun sens. Pour détruire ces objectifs avec des stocks de munitions qui les accompagnent, l'armée israélienne doit donc se soumettre à l'obligation d'une présence humaine sur le terrain, des hommes avec des fusils équipés pour détruire ces infrastructures artisanales. Mais attention, artisanales à la manière du Hezbollah. On doit bien se représenter que la milice chiite travaille le terrain depuis des décennies jusqu'à le transformer en un gigantesque réseau de grottes, de bunkers percés à même la roche et reliés par des réseaux de tunnels qui courent tout le long de la frontière. Et donc, si l'opération est invisible pour le moment, c'est parce qu'elle se limite vraisemblablement à une succession de coups de main rapides menés par des groupes commandos et des éléments du génie spécialisés dans la destruction. La vaste manœuvre des chars Merkava ne vise donc qu'à appliquer des tirs depuis le territoire israélien et donc sans exposer les chars d'une part, mais je dirais aussi et surtout, elle consiste en ce que l'on appelle en jargon militaire une manœuvre de déception, c'est-à-dire une ruse visant tout simplement à tromper l'adversaire. Et ces opérations devraient se renouveler ce soir. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour ces explications. Merci également à vous Antoine.